Elle est l'une des figures marquantes de l'histoire politique récente de Côte d'Ivoire. Son engagement politique, son patriotisme et son amour pour son pays, la Côte d'Ivoire, ne sont plus à démontrer. Elle a tout connu. Le dur combat dans l'opposition aux côtés de son ex-époux Laurent Gbagbo, mais aussi le pouvoir, la gloire, puis la chute, l'humiliation et la prison. Mais Simone et Yves Gbagbo est là, debout, fidèle à sa vision, et poursuit son combat politique. La présidente du mouvement des générations capables nous fait l'honneur de nous ouvrir ses portes ici à Cocody, à Abidjan, où nous la recevons dans Parole de leader. Madame Simone Yves Gbagbo, merci de nous recevoir chez vous ici à Cocody, Abidjan. D'abord, comment vous portez-vous? J'ai dit d'abord merci à vous d'avoir pensé à venir parler avec moi. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et vous irez toujours bien. Commençons par un fait d'actualité. Dans son livre « Ils savent que je sais tout », Robert Bourgi, que vous connaissez très bien, confesse qu'en 2010, c'est le président Laurent Gbagbo, donc votre camp, qui a remporté la présidentielle. La France en décidera autrement. La suite, on la connaît. Mais comment ces mots ont-ils résonné à vos oreilles, Madame Gbagbo? Robert Bourgi est un observateur de la politique, un individu qui intervient même dans la politique africaine, pas seulement ivoirienne, qui joue un rôle. Je l'ai rencontré plusieurs fois pendant cette période-là. Je l'ai rencontré avant également. Et aujourd'hui, quand il dit cela, je pense que ce qu'il dit confirme une vérité qui était établie à notre niveau depuis le début. C'est le président Gbagbo qui a remporté les élections en 2010 en Côte d'Ivoire. Il le dit maintenant, qu'est-ce que ça provoque comme sentiment chez moi? Je me dis, la vérité est toujours bonne à être dite. Donc, merci merci à lui pour cette vérité-là qu'il formule. Maintenant, j'aurais souhaité que cette vérité-là soit affirmée depuis le début. Un peu plus tôt. Beaucoup plus tôt. Dès 2010, où nous avons vu la France jouer un rôle vraiment macabre dans la politique ivoirienne. Si à cette époque-là, quelqu'un comme lui avait eu le courage d'élever la voix et de dire attention, attention, les amis, les frères, ne faisons pas cela. Parce qu'en Côte d'Ivoire, celui qui a remporté véritablement les élections, c'est Gbagbo Laurent. Peut-être que nous n'aurons pas vécu tout ce que nous avons vécu, l'emprisonnement, mais avant l'emprisonnement même, les bombardements de la présidence et du palais présidentiel par les Français, par l'ONU, par les troupes. C'est quelque chose d'incroyable que nous avons vécu, l'emprisonnement, le départ du président Gbagbo à La Haye, où il est resté 10 ans. Est-ce que vous voyez? Et c'est cette année que Robert Bourgi a le courage de lever la voix pour dire la vérité. C'est bon, la vérité est dite, c'est tant mieux, mais bon. Et ces propos ont ressuscité en vous ce sentiment d'injustice que vous avez toujours éprouvé? Oh, pas ressuscité, parce que le sentiment d'injustice, il était là déjà. Donc, ce n'est pas ça qui ressuscite le sentiment d'injustice, mais disons que j'avais déjà décidé depuis très longtemps de ne pas me focaliser sur ce sentiment, de le dépasser pour aller de l'avant, parce que le vrai combat, là, il continue. Voilà, il continue, et donc ce combat-là, il faut le mener, et il faut le mener jusqu'au bout. Il ne concerne pas seulement les événements de 2010, mais il concerne des événements que l'Afrique vit aujourd'hui encore, que l'Afrique francophone vit aujourd'hui encore. Et donc, si on veut rester focalisé sur un temps de l'histoire, on risque de perdre la force pour ce qui vient par la suite. Vous parlez de l'histoire et vous avez raison, et nous n'allons pas revenir sur l'histoire, mais c'est cette actualité-là qui nous y oblige. Est-ce qu'avec le recul, Madame Simone Yves Gbagbo, vous avez des regrets? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que vous avez peut-être
mal apprécié les rapports de force politiques et militaires et qu'à un moment donné, vous auriez peut-être dû dire à votre époux d'alors, Laurent Gbagbo, ou je ne sais comment vous l'appelez dans votre intimité, laissons tomber le combat. Non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Jamais. Non. Vous n'avez aucun regret? Non. De ce point de vue-là, non. Je n'ai aucun regret. Vous savez, nous autres Africains, oui, nous sommes engagés dans un combat qui n'est pas encore terminé. Ce combat, il est rude. Et dans le rapport de force, très souvent, nous autres Africains, nous avons le dessous. Mais si nous voulons regarder ça et abandonner le combat, mais nous allons complètement être détruits et périr et perdre nos nations et perdre nos territoires et perdre nos vies en plus. Donc ce combat-là, il faut continuer de le mener. Il est rude, mais il faut continuer de le mener. Justement par rapport à ce combat, condamné entre autres pour atteinte à la sûreté de l'État, vous avez passé 7 ans en prison avant d'être gracié en 2018 par le président Alassane Ouattara. On peut se poser la question d'où vous puisez cette énergie pour être là encore debout à mener ce combat après tant d'abîmes, après tant de souffrances et tant d'épreuves que vous avez traversées. Oui, les épreuves, elles ont été nombreuses, elles ne sont pas terminées. Elles ont été nombreuses, mais vous savez, quand vous êtes en train de marcher sur un chemin qui est rocailleux et qui est difficile, vous pouvez cogner contre des rocs, vous pouvez même être en train de vous noyer parce que vous êtes dans un endroit qui est marécageux et qui est donc dangereux. Mais si, à cause de cela, vous laissez tomber, vous allez vous noyer. Vous allez vous accrocher, vous allez tomber, on va vous marcher dessus, les serpents vont vous mordre et vous allez perdre votre vie. Il faut rester debout. Certains ont enduré moins que vous, ont vécu moins que vous et ils ont abandonné. Oui, mais vous voyez un petit peu, quand ils ont abandonné, est-ce que ça a apporté quelque chose aux nations africaines? Non. C'est pour ça que j'ai dit, il faut demeurer debout. Il faut continuer de se battre. Ce combat-là, il est exaltant. Il ne concerne pas nos vies personnelles. Il concerne le devenir de nos nations. Il concerne notre historicité. Il concerne notre avenir. Il concerne l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Qu'est-ce qu'ils vont devenir après-demain? Cette terre que Dieu nous a donnée, ce continent que Dieu nous a donné, est-ce que ce continent va continuer de nous appartenir? Les ressources qu'il y a dans le sous-sol, est-ce que ces ressources-là vont pouvoir continuer de profiter aux enfants, aux petits-enfants? Il faut se battre. Quel que soit son âge, il faut continuer dans ce combat. Quels que soient les échecs, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il faut demeurer debout. Ça, vraiment, c'est ma conviction. Il faut demeurer debout. Et il faut se battre. Demeurer debout, il faut se battre, dites-vous. Parlons de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. La présidentielle dans votre pays est prévue en octobre 2025. Mais avant d'en aborder les enjeux, quel regard posez-vous sur la gouvernance du président Alassane Ouattara? Que retenez-vous de ces différents mandats qui viennent de passer à la tête de votre pays, la Côte d'Ivoire? Ce que j'en retiens, moi, c'est une inquiétude pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour l'avenir du peuple, pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir des femmes. Quand vous regardez ce pays, on vous annonce des chiffres au niveau des réalisations économiques. On vous annonce des chiffres. On vous annonce des réalisations, surtout dans le domaine du transport. Mais quand vous regardez vraiment l'Ivoirien vivre, vous vous rendez compte qu'il n'a même plus suffisamment d'argent pour s'acheter à manger. Parce que le coût des vivres qui sont proposés sur le marché sont tellement élevés que ça devient hors de portée même pas du citoyen lambda, mais même de celui qui est au-dessus de l'État lambda.
regardez un petit peu le niveau de l'école. Regardez au niveau de la santé. Et le plus grave, c'est qu'est-ce qu'il advient du respect des droits dans nos pays et dans nos peuples, où les gens ont de moins en moins la possibilité même de manifester quand ils ne sont pas contents, quand ils ne sont pas d'accord. Ou des emprisonnements. Nous allons à des élections et les emprisonnements viennent de reprendre. Quel est ce pays-là? Des emprisonnements politiques, dites-vous. Ah oui. Oui, à ce moment-ci. Des emprisonnements politiques. À propos chiffres, à propos bilan, voici ce que dit le président lui-même. C'était en juin dernier devant les 2 chambres du Parlement ivoirien réunis en congrès. Le président ivoirien Alassane Ouattara dit, je le cite, « La résilience de l'économie ivoirienne s'appuie sur un cadre macroéconomique solide et une gestion saine des finances publiques en même temps. Cela veut dire que la dette est maîtrisée et que la dynamique économique promet des lendemains meilleurs. Le taux de croissance économique devrait s'établir en moyenne à environ 7% ou plus sur la période 2024-2025. Fin de citation. Pour vous, c'est de la communication. C'est de la communication. Parce que quand vous reprenez tous ces chiffres, quand vous reprenez toutes ces déclarations, vous posez des questions. C'est taux de croissance pour qui? Quand on parle de taux de croissance, c'est pour qui? À qui bénéficie ce taux de croissance? Vous voyez, je retourne à l'école. Quand je retourne à l'école, je vois un petit peu la scolarisation, le niveau de scolarisation qui baisse comme ce n'est pas permis. À qui toute cette politique profite vraiment dans ce pays? Il y a tellement de choses. Ces problématiques que vous évoquez, Madame Simone Eive Gbagbo, seront au cœur de la présidentielle, de la campagne électorale l'année prochaine. Oui. La présidentielle, je l'ai dit, est prévue en octobre 2025. Et vous êtes la présidente du mouvement des générations capables. En face de vous, il y a le RHDP qui est donc au pouvoir. Il y a le PDCI, il y a le PPACI de votre ex-époux Laurent Gbagbo. Et vous, vous êtes à la tête du mouvement des générations capables. Comment évaluez-vous aujourd'hui, dans le contexte actuel, les chances de l'opposition de remporter cette présidentielle? La première chose pour que ce pays ait des chances de connaître des élections saines, transparentes, apaisées, c'est qu'il y a un certain nombre de réformes qui doivent être prises concernant le système électoral actuel. Et nous avons réussi ensemble avec le PDCI, avec le FPI, avec le COGEP, avec un certain nombre d'autres partis qui existent, l'URD, etc., qui sont des partis qui existent dans le pays. Nous avons réussi à nous mettre ensemble pour, ensemble, en un front commun, demander un certain nombre de réformes. Ces réformes-là vont porter sur, premièrement, l'organe qui gère les élections, la CEI. Nous l'avions voulu un organe indépendant. C'est pour ça que nous l'avons appelé CEI d'ailleurs, un organe indépendant. Mais cet organe-là, quand vous le voyez fonctionner aujourd'hui, il n'est plus indépendant. Il est en train à nouveau d'être intégré totalement sous la responsabilité, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Et donc nous demandons une réforme de ces institutions-là. Et nous souhaitons que dans cette institution, il n'y ait plus de représentants des partis politiques, mais que les élections soient organisées par des hommes, des individus dont la notoriété est connue, dont également la probité est connue, la neutralité également est connue, et qui peuvent donc prendre sur leur compte d'organiser des élections claires, des élections sans tricherie, des élections transparentes. Si on ne fait pas ça, on risque de se retrouver encore en 2025 dans le conflit que nous avons connu en 2020,
où il y a eu des morts, des gens qui ont eu la tête coupée, des gens qui ont été gazés, battus, ou dans les bureaux du vote, où des représentants, des responsables des bureaux du vote prennent à partie des représentants des candidats et les font jeter en prison, etc., comme nous l'avons vécu encore en 2023 pendant les élections municipales passées. Et vous en voyez aujourd'hui les prémices, vous voyez aujourd'hui les prémices de ces réformes que vous souhaitez. On nous est à 12 mois. Nous ne voyons pas encore les prémices, mais nous avons déjà déposé notre demande auprès du président de la République. Dans l'hypothèse que ces demandes sont satisfaites et que ces réformes sont opérées, ça peut intéresser les Ivoiriens de savoir si le divorce dans la vie civile avec votre ex-époux Laurent Gbagbo signifie aussi le divorce politique ou si au contraire il est possible que le mouvement des générations capables et le PPACI et bien d'autres coalisent pour maximiser les forces de l'opposition de remporter cette élection. C'est à ça que nous travaillons. C'est à ça que nous travaillons. Nous avons fait une première déclaration sur les réformes dont je vous ai parlé tout de suite, où nous avions ensemble, le PPACI a signé, le MGC a signé, le PDCI a signé, le FPI a signé, etc. Le COGEP a signé. Il est important que nous nous mettions ensemble pour obtenir les réformes-là, quand nous sommes face au RHTP et au gouvernement actuel. Là-dessus, là, nous insistons. Et le fait que j'ai divorcé avec le président Gbagbo ne change rien à ce débat-là. Le mouvement des générations capables tiendra sa convention à la fin de ce mois, en octobre probablement. On l'a déplacé un petit peu, donc ce sera maintenant à la fin du mois de novembre. Ah, vous avez anticipé la date. D'accord, très bien. Mais si à la convention du mouvement des générations capables, on vous désigne comme candidate pour porter les couleurs de ce mouvement à la présidentielle d'octobre 2027, vous accepteriez? Ah, si on me fait cet honneur, je l'accepterai, oui. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission Parole de leader. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.